pour la première table ronde et pour venir illustrer, confirmer, infirmer, je propose à Monsieur Angiboust, qui est président de Muséo et vice-président de l'Association nationale des entreprises du patrimoine vivant, de prendre place. Madame Madina Benvenuti, qui est fondatrice et directrice de Made in Europe, ou Made in Europe, je ne sais pas, MAD, en Belgique. Monsieur Yann Decarnet, qui est président du groupement des entreprises de restauration des monuments historiques. Monsieur Trollet, qui est fondateur et directeur de Savoir-faire et Découverte et qui a présidé un groupe de travail sur développer les métiers de l'artisanat local et écologique au sein de la Fabrique écologique. Et enfin, Ariane Vitou, qui est directrice des partenariats et de la communication à la Fondation Terre et Fils. Je vous laisse vous mettre là. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints. On a un très beau panel. J'ai la lourde charge de maîtriser aussi le temps. Donc, je vous ferai des grands signes. Voilà. Juste pour commencer tout de suite cette table ronde, je voudrais me tourner vers notamment Éric Angibou et Yann Decarnet, suite à la présentation qui a été faite, puisque lors de nos entretiens préalables, vous avez tous les deux exprimer le fait que cette définition de l'artisan isolé dans son coin, le petit artisan, ne correspondait pas du tout à vos yeux à l'artisanat et l'artisanat de patrimoine. Donc je vais commencer par vous, Éric Angibou, peut-être en réaction à cette définition et puis en profiter aussi pour présenter peut-être ce qu'est EPV et puis votre entreprise. Bonjour, moi je suis fier et ravi déjà d'être invité ici. Alors en fait, je suis vice-président d'une association qui s'appelle ANEPV, qui elle-même représente les entreprises EPV, que je vais préciser dans un moment. Et je suis aussi président de Muséo, qui est mon entreprise, qui est également une EPV. Donc les EPV, c'est quoi? C'est un label qui a quelques années aujourd'hui, qui représente, donc c'est les entreprises du patrimoine vivant, qui représente environ aujourd'hui 1370 entreprises, c'est pas loin de 70 000 emplois et 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La taille moyenne d'une EPV, c'est 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on voit que c'est des modèles économiques qui sont assez puissants. Alors la moyenne ne veut pas dire grand-chose parce qu'il y a des entreprises qui font 300 000 euros et puis il y a des entreprises comme Chanel, Hermès qui sont des EPV. Donc l'EPV, c'est quoi? C'est des entreprises qui... alors c'est un label donné par l'État, qui fait l'objet d'une sélection très rigoureuse et à l'intérieur de laquelle on va sélectionner des entreprises qui valorisent l'excellence d'une part, l'excellence du savoir-faire français, pour être précis, soit des entreprises qui valorisent un patrimoine historique, voire régional, avec une notoriété nationale ou internationale, soit des entreprises qui font de l'innovation tout en privilégiant un savoir-faire manufacturier ou une recherche de l'excellence. Et en fait, on se rend compte que ces EPV, elles ont une approche assez moderne, parce que c'est des modèles économiques assez puissants, qui sont issus de métiers souvent anciens. Mais celles qui réussissent, en fait, j'ai bien aimé ce que vous aviez dit tout à l'heure, en disant pour tout garder, il faut tout changer, quelque chose près. En fait, c'est ça, ces entreprises, elles se développent parce qu'elles intègrent des nouvelles technologies, elles se projettent dans le monde moderne, et en fait, elles offrent, à mon sens, énormément de potentiel pour des gens qui s'intéressent effectivement à votre campus, à votre initiative, parce enfin, les entreprises EPV sont finalement peuvent être les premiers clients de vos formations. Voilà. Et Muséo en deux mots. Donc Muséo, donc mon entreprise, c'est pas une très grosse entreprise, on est une cinquantaine de collaborateurs. Mais ce qui est intéressant chez Muséo, alors bien entendu j'en suis fier, c'est que c'est un métier qu'on a inventé. Donc pour être une EPV, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des savoir-faire historiques, et c'est vrai ce qui m'énervait moi personnellement toujours un peu, c'est que les entreprises EPV qui se présentent, donc on commence à représenter l'histoire de la famille, les 3, 4, 5, 25 générations. Bon, il se trouve que Muséo est une EPV qui a inventé son métier. Voilà. Donc c'est possible aussi. Et on a fait quoi? Deux choses. On a valorisé le patrimoine et on a mis en place un produit fini qui sert à faire du décor principalement dans des hôtels, dans des entreprises. Donc nous, on a fait deux choses. On a passé notre temps à privilégier du contenu, tout ce qui est création artistique, en valorisant le patrimoine français, et puis en travaillant également le contenant et en intégrant des métiers d'art. Donc on est encadreur, imprimeur, fabricant d'abat-jour, de tête de lit, etc. Et notre métier, c'est de faire de l'édition d'art en direction pour l'univers de la décoration. Voilà, les entreprises qui accueillent du public.
Alors, ouais, merci beaucoup, Eric. Yann, peut-être aussi une réaction, et puis peut-être l'occasion de raconter aussi qui sont les entreprises qui sont au sein du GMH. Bonjour à tous. Oui, alors moi j'ai une réaction effectivement, on en avait un peu parlé, sur l'artisanat. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour vous présenter le GMH regroupe en fait très grosse majorité, voire la quasi-totalité des entreprises qui travaillent dans le domaine de la restauration du patrimoine. Ça regroupe 12 métiers. Ça représente 250 entreprises en France qui sont réparties sur tout le territoire. 10 000 salariés, 1000 apprentis. Moi, je réagis toujours quand on me parle de notion d'artisanat et de seuil de 10 personnes. Aujourd'hui, nous, les entreprises en fait, qui travaillons sur les monuments historiques, je considère qu'on est des artisans. Moi, j'ai une entreprise qui fait 65 personnes. On travaille en fait sur des bâtiments. À chaque fois, on fait du sur-mesure avec des gens qui travaillent de leurs mains, qui produisent, qui créent pour restaurer. Donc à la fois, alors moi, mon métier sur l'entreprise que j'ai, SMBR, c'est à la fois de la taille de pierre, de la maçonnerie, et à la fois du décor peint, des dorures, des choses comme ça. Nous, on travaille sur la région PACA, mais aussi sur les dom-toms. Alors déjà, tout le monde me dit, mais il n'y a pas de monument historique dans les dom-toms. Bah, si, il y en a plein. Et ils se portent très bien. On essaye en tout cas. Donc voilà, pour moi l'artisanat, limiter l'artisanat en fait à une taille d'entreprise, je trouve ça très réducteur. Et si vous demandez à mon chef d'atelier, si vous demandez à mes chefs de chantier si ils sont des artisans ou s'ils sont des salariés d'une PME, ils vont se considérer comme des artisans parce qu'ils vont produire, ils vont créer ou recréer, essayer de recréer avec leur savoir-faire. Ça vaut peut-être le coup juste de repréciser, parce que vous êtes passé très vite dessus tout à l'heure, qu'aujourd'hui, la définition de l'artisanat à un seuil de 10 salariés est une définition réglementaire. C'est-à-dire qu'on appelle artisanale une entreprise qui a moins de 10 salariés. Voilà. Et donc, en fait, effectivement, ce cadre réglementaire aujourd'hui semble ne plus du tout correspondre à la réalité de l'artisanat tel qu'il se vit. Et ça me permet de me tourner vers toi, Ariane, pour dire, voilà, dans ce renouveau des formes d'artisanat, enfin d'ailleurs, est-ce un renouveau ? En tout cas, dans cet artisanat-là qui sort de son ornière pour dire, mais nous sommes un levier de dynamisme incroyable, eh bien, il y a aussi des nouveaux investisseurs derrière qui portent cette force-là. Et peut-être c'est l'occasion de présenter ce que vous faites avec Terre et Fils, et puis votre vision de l'artisanat. Merci Armelle. Bonjour à tous. Effectivement, nous, donc, chez Terre et Fils, notre vision, c'est que on est donc un écosystème qui vise à faire grandir ce qu'on appelle, nous, l'entrepreneuriat de savoir-faire dans les territoires. Et je dis écosystème parce qu'on est conçu sur le modèle de la fondation actionnaire, c'est-à-dire qu'on a un fonds de dotation qui est la société mère d'une société d'investissement à impact territorial. Et donc, ces deux entités, d'un côté qui intervient dans le champ de l'intérêt général et de l'autre côté dans le champ du marché, à travers des prises de participation minoritaires, servent le même objectif, à savoir renforcer le lien au territoire par le savoir-faire. Et notre intuition de départ, c'était qu'effectivement, les savoir-faire avaient un potentiel inouï pour renforcer ce lien au territoire. Et quand je parle de potentiel, il s'agit bien sûr d'une vitalité économique, donc dans la capacité à recréer des emplois localement, d'une capacité à faire levier aussi d'un point de vue environnemental, en recréant des circuits courts et en rapprochant les lieux de production des lieux de fabrication, mais aussi un élément qui est souvent un petit peu en angle mort, un vrai potentiel en termes de socio-culturel, parce que pour nous, les savoir-faire sont le produit de la géographie et de l'histoire singulière d'un territoire. Et donc quand on va revisiter, refaire vivre des savoir-faire, on va travailler sur ce levier d'appartenance, en disant tel territoire a telle singularité,
Et quand on réinvestit par l'entrepreneuriat ces savoir-faire, on démontre la force productive et des gestes, des caractéristiques que le territoire voisin n'a pas. Et donc, on entre dans des logiques aussi de coopétition où chacun a ses propres singularités et a besoin potentiellement d'entrer en interaction avec l'autre. Et donc, je vais vous donner peut-être quelques exemples concrets de comment on intervient dans ce champ de l'entrepreneuriat de savoir-faire. Nous, notre souhait, c'était de représenter une espèce de troisième voie qui n'était ni celle de la conservation, qui va être plutôt le champ des écomusées, ni la voie, on va dire, de la captation de la valeur à la fois symbolique, monétaire, qui représente souvent l'industrie du luxe, même si elle a effectivement des externalités très positives. C'était cette voie du renouvellement par des modèles entrepreneuriaux viables, pérennes. Et donc, ça donne très concrètement, du côté de l'investissement, des entreprises telles que 1083, que vous connaissez peut-être. Donc, une entreprise qui intervient dans la filière du jean, qui s'est fixée comme objectif de relocaliser la filière textile en France. Donc, on parle d'une entreprise basée dans la Drôme, donc à Romans-sur-Isère, qui produit aujourd'hui 100 000 jeans par an. Donc, 100 000 jeans par an, ça peut paraître beaucoup, ou ça peut paraître anecdotique par rapport aux 88 millions de jeans vendus sur le territoire. Et donc, on voit bien que cette problématique du savoir-faire, et donc de l'échelon aussi de la manufacture, comment on répond à la problématique des capacités de production, elle recoupe des enjeux de fierté d'appartenance, mais aussi, bien sûr, des enjeux écologiques. Et je vais donner un autre exemple d'entrepreneuriat savoir-faire, non pas dans une démarche de filière, mais plus vraiment dans une démarche de redynamisation de la vie locale. On est en train de soutenir une manufacture dans le Bourbonnais, une manufacture de porcelaine, la manufacture de Couleuvre, qui est une des rares manufactures à maîtriser le savoir-faire de la céramique teintée dans la masse, c'est-à-dire la couleur est injectée directement dans la céramique et non pas une fois que la forme est cuite à travers des émaux. Et cette manufacture, c'est une des 6 manufactures qui a survécu, la seule qui ait survécu donc dans le Bourbonnais, où il y avait au 19e siècle donc 6 manufactures en activité. Et cette manufacture qu'on soutient, aujourd'hui, elle va recréer une ligne d'objets, de décoration, donc plutôt premium, mais avec ce souhait, au niveau local, de recréer une marque plus accessible pour réinventer aussi les usages, pas que les pratiques, mais aussi les usages de ces objets de savoir-faire, et d'ouvrir la manufacture sur le territoire à travers de la visite d'entreprise, qui est aussi un levier pour nous très important de sensibilisation au métier du fer. Voilà. Merci. Donc on voit bien la question de l'artisanat en fait est très proche de la question entrepreneuriale. On voit qu'il y a des nouveaux investisseurs, que ça contribue à dynamiser le territoire. Pas mal de musique qu'on entend aussi médiatiquement. C'est pour ça aussi que l'artisanat peut-être est une des voies possibles pour renouveler les formes de vivre. Je me tourne vers toi, Arnaud, notamment par rapport à ce que tu as développé au sein de Savoir-faire et Découverte, peut-être raconter ce qu'est ce réseau, et puis voir comment est-ce que l'artisanat embarque aussi les questions de relocalisation, de production plus écologique. Oui, merci de m'avoir convié. Donc Savoir-faire et Découverte, en fait, aujourd'hui, c'est un réseau d'une centaine d'artisans et d'agriculteurs qui reçoivent dans leur univers professionnel des petits groupes d'apprenants et qui vont, par une alternance de théorie et de pratique, comprendre, apprendre un métier, apprendre un savoir-faire et surtout décider de leur avenir professionnel. Donc on va avoir des métiers, pas mal de métiers de bouche, mais aussi des métiers autour de la matière comme le bois, le fer. Et par exemple, on va avoir des formations autour de la boulangerie, simplement la boulangerie. Comment on la vit, nous, dans le réseau Savoir-faire et Découverte? Ça va être des boulangers installés sur des territoires dans lesquels ils vont donc se sourcer en farine locale, bio et si possible en variété ancienne,
qui vont avoir une cuisson. Alors si c'est quelqu'un qui est à la campagne, il va chercher le bois de la scierie d'à côté, les rebuts pour faire sa cuisson, et qui va vendre son pain en local, et bien souvent pas forcément dans le cadre d'une boutique classique, mais qui va utiliser des circuits de distribution en circuit court que certains connaissent, comme les AMAP, comme les marchés aussi, ou d'autres voies plus originales dont on pourrait parler si on avait un peu plus de temps. Donc ça, c'est le réseau Savoir-Faire et Découverte qui reçoit aujourd'hui 1400 apprenants par an sur des formats parfois très courts, parfois sur des formats un peu plus longs pour ceux qui veulent s'engager sur quelques-uns des CAP auxquels on prépare. Alors, il faut dire un petit mot sur le public de ce réseau, celui qui va chez ces artisans. Ce sont aux 2/3 des adultes qui ont envie, qui sont sur des parcours de reconversion, ou en tout cas qui se projettent sur des parcours de reconversion, et qui ont envie, qui ont une motivation pour s'investir dans ces métiers. Alors, je ne vais pas faire la bibliographie de tous ceux qui ont parlé sur les pourquoi de la reconversion professionnelle. Je pense que vous avez lu pas mal d'articles ces dernières années sur la quête de sens, sur le fait de pouvoir faire un métier de A à Z, d'avoir des relations avec des humains. Donc tout ça, l'artisanat, en tout cas ceux que l'on pratique dans le réseau, ils ont tout ça. Donc tous ceux qui ont envie de se reconvertir dans quelque chose d'autre que leur vie actuelle, ils vont trouver dans l'artisanat, sur les territoires sur lesquels on travaille, avec les nôtres, ceux qu'on a choisis parce qu'ils sont transmetteurs d'un savoir-faire, mais pas seulement d'un savoir-faire, mais aussi d'une démarche en fait de société, ben, ils vont trouver en fait chez ces artisans ce dont ils ont besoin. Et on a ici là le mélange assez intéressant d'une technique qui, en plus d'être une technique, va apporter des aménités sur l'aspect environnemental, sociétal. Et on a également, de par la méthode pédagogique, en fait, une réalité d'un métier que vont découvrir ceux qui viennent chez ces artisans. Oui, et du coup, par rapport à ces témoignages, donc moi je comprends l'artisan d'aujourd'hui, il est entrepreneur, chef d'entreprise pour certains d'entre eux, il doit lever des fonds, être en capacité de discuter avec un investisseur, il doit être en prise avec les nouvelles technologies et digitaliser complètement ses modes de fonctionnement. Il doit être capable d'aller à l'étranger, d'avoir une culture historique sur le patrimoine des dom-toms. Il doit être citoyen, conscient des puissances du territoire, savoir où aller chercher des variétés anciennes, pouvoir inventer des machines qui n'existent plus. Et alors, j'ai envie de dire, ces artisans qui donc entraînent un développement local, enfin ces artisans héros presque. Aujourd'hui, j'ai une question par rapport à Madina, c'est-à-dire ces artisans, est-ce que c'est qu'une figure française des artisans, ou est-ce que c'est une transformation de la figure de l'artisan au-delà des frontières de la France ? Bon, peut-être faut que j'explique en 2 mots ce que je fais. Oui. Donc moi je suis italienne et française, j'ai vécu dans différents pays européens, donc j'avais un peu de mal à choisir mon pays et donc du coup j'ai décidé de lancer un projet européen. Et comme je vis à Bruxelles, c'était assez simple et assez intuitif en fait. Donc j'ai créé Made in Europe il y a 7 ans, qui est une toute petite structure qui a comme ambition, en fait, on a une mission multiple, c'est-à-dire une première chose, c'est de donner une visibilité à des artisans de toute l'Europe, dans différents métiers, hors métier du food, donc on ne sera pas dans la boulangerie, mais on sera dans tout ce qui est métier de l'artisanat d'art et l'artisanat traditionnel, donc l'artisanat du patrimoine. Donc donner une visibilité à des artisans de toute l'Europe, faire connaître les métiers, parce qu'on peut assister les artisans tant qu'on veut, mais si après la société ne connaît pas les métiers, ça ne sert à rien. Donc il faut un vrai travail de fond auprès de la société pour faire redécouvrir certains métiers, notamment des métiers qui sont en voie de disparition, qui sont en danger. Donc il y a une approche importante du point de vue pédagogique aussi de la société. Et puis, une fois qu'on a créé une prise de conscience de la société, l'important c'est aussi de pouvoir donner accès à des formations dans des ateliers, parce qu'il y a des techniques qui ne sont pas disponibles dans les écoles, qui sont disponibles uniquement dans des ateliers, qui vont fermer peut-être dans 10 ans. D'après les chiffres, 80% des artisans en exercice aujourd'hui vont être retraités dans 20 ans. Bon, c'est rapide de faire un calcul, dans 20 ans, il y aura beaucoup moins d'artisans. Alors si on ne fait pas quelque chose pour ce passage, on va avoir un problème. Donc ça, c'était la mission, donc cette triple mission de Made in Europe. On a aujourd'hui à peu près 1500 artisans qui sont répertoriés sur le portail Made in Europe.
On a des offres de formation en atelier, pas assez. On encourage les artisans à promouvoir même des cours d'initiation au métier. C'est difficile parce que je vais en parler dans 2 minutes. Et on essaye de aussi collaborer avec des associations, des écoles, etc. Je disais pourquoi les artisans ont du mal à promouvoir leur formation en atelier, c'est parce que les artisans ne sont pas du tout, on va dire, pas très doués en technologie digitale. Donc là, d'où la création d'un projet européen qu'on vient de gagner dans le programme Erasmus. Comment aider des artisans qui ont un certain âge, on va dire, à se familiariser avec les technologies digitales pour améliorer leur visibilité, pour promouvoir leurs offres de formation, pour mieux communiquer avec leur public, etc. Donc, on a engagé aussi cette voie des projets européens pour soutenir d'un côté les artisans, pour sensibiliser les jeunes. Donc, on a toute une série de projets en cours ou en phase de présentation pour essayer de combler des manques qu'on découvre un petit peu partout. On apprend aussi sur le tas. Hein. Donc, comme on a beaucoup de réseaux, beaucoup de partenariats, du coup, finalement, on a beaucoup de données et on se dit, tiens, il faut intervenir là. Donc, on est très nombreux dans ces consortiums, très petits, mais comme on se met tous ensemble, finalement, on arrive à faire plus de choses. Donc, ce projet Erasmus, par exemple, on est 7 pays à travailler sur un coaching digital des artisans. Un autre projet, on est 6 pays à travailler sur, en réalité virtuelle, la sensibilisation des jeunes de 13 à 18 ans. Et là, on monte d'autres projets. Tout ça, après, je vais arrêter, pour dire que notre objectif, c'est de créer de la transversalité, de la collaboration pour renforcer les actions qu'on a sur le terrain et trouver des solutions dans un secteur qui est en difficulté et qui a pourtant le vent en poupe en termes d'image, mais qui a du mal à redémarrer. Je vois votre voisin hocher la tête, peut-être une réaction. Oui, moi je dirais pas que le secteur est en difficulté. Je pense que le secteur a mangé son pain noir. Aujourd'hui, c'est des métiers qui donnent du sens et les gens sont en quête de sens. Donc je pense que là où je vous rejoins, c'est qu'il y a un problème de formation, mais c'est très ciblé, c'est une génération. Oui, mais elle est vitale, celle-là. Oui, mais c'est vrai pour tout le monde. À un moment, si les gens ne se remettent pas en question, ils vont dans le mur. Donc les artisans sont capables de se remettre en question. Et honnêtement, je crois effectivement dans l'artisan, il y a plein de choses différentes. Donc peut-être qu'on ne parle pas des mêmes sujets. Mais honnêtement, moi je pense que les entreprises artisanales ont mangé leur pain noir. Je dis qu'en France, il y a entre 7 000 et 10 000 entreprises de l'artisanat à reprendre. Il y a énormément de personnes en reconversion après 30 ans. Entre 20 et 30, c'est difficile. Donc il faut reconnecter ces deux univers. Sur la transmission, je suis d'accord avec vous. Hein, je sais que les métiers d'artisanat, on le voit en termes d'image. Aujourd'hui, on veut redonner un sens, remettre l'humain au centre de la société. On veut retrouver quelque chose qui donne un bien-être aussi. Donc, tout à fait d'accord là-dessus. Le problème, c'est ce maillon-là de faire rentrer les nouveaux. Alors justement, je vais rebondir là-dessus. Et j'avais dit qu'il y aurait des surprises et du débat. Et c'est important parce qu'on voit bien qu'il y a plusieurs visions de l'artisanat, qu'il y a plusieurs formes d'entrepreneuriat dans l'artisanat. Et donc c'est ça aussi qui est important, c'est cette diversité, parce que ça offre aussi une diversité de trajectoires. Donc on est en train de dire, c'est fabuleux, l'artisanat offre plein de trajectoires, il se digitalise en partie, ou en tout cas vise à se digitaliser, on voyage, on se relocalise, etc. Et pourtant, eh bien, les entreprises, et vous allez m'en témoigner, n'arrivent pas à recruter les jeunes. Ces métiers ne sont pas attractifs suffisamment pour les jeunes. Et il y aura du débat, et j'en suis bien ravie. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un état de fait. On ne trouve pas suffisamment de jeunes qui veulent aller dans ces métiers. Qu'est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui, artisans, entrepreneurs, pour attirer et pour travailler l'attractivité autour de ces métiers? Yann, je vous en prie. Alors, déjà, un petit point quand même aussi, je voudrais préciser, c'est que, on en avait un peu parlé, pour moi, les artisans, et notamment dans le domaine du patrimoine, c'est quand même un formidable vecteur économique. C'est-à-dire que
Quand on investit 1 euro dans le patrimoine, ça rapporte 30 euros à la collectivité. Ce sont des métiers qui sont locaux, en tout cas dans le domaine du patrimoine, pas délocalisables, avec une vraie excellence. Je parlais tout à l'heure des dom-toms, quelque chose qui est assez méconnu par les jeunes, ou quand on parle du patrimoine, on pense poussière, on pense vieux bâtiments, vieux meubles. Ce sont des métiers qui s'exportent. Aujourd'hui, nous, on est consulté, justement, le savoir-faire et l'excellence à la française. On est consulté pour intervenir, alors à titre personnel, en Irak, en Jordanie, parce qu'il y a vraiment une vraie reconnaissance de nos savoir-faire. Et ça, je rejoins un peu ce qui est dit, c'est-à-dire qu'on a du mal à le faire passer, à se faire connaître au niveau des jeunes générations. Alors, il y a eu, dans le domaine du patrimoine, un effet Stéphane Bern, l'auto du patrimoine. Il y a eu un effet Notre-Dame, malheureusement, avec un engouement, on va dire, dans le domaine du patrimoine qui nous a bien servi. Ce qu'on constate quand même, la difficulté qu'on a, c'est vraiment d'attirer les jeunes. Entre 20 et 35 ans, on voit le domaine du patrimoine. Le temps paraît long. Moi, mes décorateurs, quand ils sont au scalpel pendant 3 ans sur le dôme d'une cathédrale, les jeunes arrivent à 20 ans, on se dit bon, ouais, c'est sympa, mais bon, c'est long. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens en reconversion qui, tout d'un coup, cherchent du sens. En disant, ce que je fais, je tapote sur un clavier d'ordinateur, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça ne me plaît pas beaucoup, en fait. Quel sens je donne à ma vie? Et alors là, tout d'un coup, de contribuer à transmettre un bâtiment aux générations à venir, là, tout d'un coup, ça passionne. Alors après, effectivement, par rapport à l'attractivité et ce que vous disiez, c'est que je pense que il faut peut-être aussi repenser nos métiers. C'est-à-dire que on a tendance à dire, voilà, la personne avec son scalpel sur la cathédrale, il faut que ce soit la même main qui restaure. Donc pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça va être toi qui vas refaire ça. Donc peut-être qu'il faut qu'on permette aux gens de faire des roulements, de travailler sur d'autres sujets, et d'accepter finalement que ce ne soit pas la même main du début à la fin qui travaille sur la même chose. On travaille aussi, et c'est là, alors moi j'avoue qu'en tant que chef d'entreprise, j'ai regardé ça au début, y compris le campus, en me disant c'est quoi cet ovni, en me disant c'est pas possible, mais si, c'est-à-dire que aujourd'hui, moi ce que je constate, c'est qu'on est dans de l'individualisation de la formation. Et j'avoue que je me demande encore comment c'est possible. C'est-à-dire que pour moi, il y a une classe, on est formé, il y a 30 gamins qui sont formés, etc. Ça ne marche plus, en tout cas dans nos métiers. Et il y a un dispositif, justement, notamment que j'ai découvert, qui s'appelle la FEST, c'est-à-dire la formation en situation professionnelle. Comme je le disais, dans le domaine de l'artisanat, on fait beaucoup de sur-mesure, on a des savoir-faire. Et la meilleure façon de transmettre, c'est en étant en situation. Alors, on se plaint effectivement qu'il y a des CAP, des formations en 1 an et 2 ans. Nous, pour être autonome dans nos métiers, c'est au minimum 10 ans. Donc effectivement, il faut une formation de base, un socle de base. Et derrière, on a des gens qui vont apprendre en situation et qui vont peut-être à certains moments revenir à l'école pour suivre tel ou tel cursus. Et je pense que c'est là où on va avoir une vraie attractivité en arrivant à proposer ces parcours-là sur mesure aux jeunes et aux moins jeunes. Éric, je me tourne aussi vers vous, vous qui avez finalement moins de difficultés à recruter peut-être que d'autres. Comment vous expliquez cela et comment vous pensez qu'il faille agir pour attirer plus de jeunes? Alors, aujourd'hui, je pense que tous les chefs d'entreprise vous diront que c'est pas facile de recruter en ce moment, en tout cas. Mais c'est vrai que l'histoire nous a montré qu'on avait un métier attractif. Bon, c'est un métier qui touche au métier de l'art. On est en région parisienne. On est assez moderne dans l'approche. On a des clients prestigieux. Et finalement, c'est vrai que je suis souvent étonné
de voir la qualité des gens qui se présentent. Et beaucoup de gens en reconversion d'ailleurs, hein, des gens qui ont fait des études magnifiques, qui ont des parcours professionnels extraordinaires, dans les grands groupes, et tout d'un coup on renverse la table et puis finalement j'ai envie de chercher du sens. Donc, effectivement on a ça. Après moi je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que le mode managérial il doit également s'adapter au monde contemporain. C'est que les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas les jeunes d'il y a 40 ans. On sort d'une société très pyramidale, très patriarcale, et le problème de la transmission justement des artisans, c'est souvent qu'il y a un mec à la tête ou une nana à la tête qui sait tout et qui n'a pas fait beaucoup d'efforts pour transmettre, qui a capitalisé son savoir-faire en totalité sur sa personne, et à un moment, oui, effectivement, ça pose un problème. Donc ça, je pense que c'est des modes de management qui doivent être beaucoup plus modernes, beaucoup plus ouverts. Comme vous l'évoquiez, moi, je fais un énorme effort pour la pluridisciplinarité. C'est que le gars qui fait, alors, sur les métiers d'artisanat pur, c'est plutôt l'encadrement. Moi, le gars qui fait des cadres toute la journée, le gars qui coupe de la baguette toute la journée, je pense que c'est pas riche comme métier. Et quand c'est des métiers qui, en plus, on a une chance fantastique. C'est finalement dans ces métiers d'artisanat, enfin tout ce qui touche au patrimoine, à la culture, on est face à des gens qui ont un niveau général assez élevé, des gens qui ont une éducation, une instruction sociale assez forte. Donc effectivement, si c'est pour dire à un gars qui a 16 ans, 18 ans ou 20 ans, bah, tu te mets derrière la machine et tu coupes de la baguette toute la journée, bah, ça marche pas. Au bout d'un moment, il s'en va, ou voilà. Et puis finalement, vous dites, bah, c'est con, j'ai un mec bien, il est parti. Bah oui, il fallait peut-être aussi faire des efforts pour le faire autre chose. Donc nous, on fait des parcours de formation pour que... Alors nous, en gros, c'est pas 10 ans, mais c'est 3 ans, presque dans tous les secteurs de métier, que ce soit un commercial, un chef de projet, un graphiste, un designer ou quelqu'un qui travaille à l'atelier, il faut à peu près 3 ans pour le former. Donc c'est vrai qu'on a cette habitude en permanence de former des gens. Donc voilà, si je résume la situation, 1, on amène du sens, 2, on est attractif. Après, il y a une posture, je crois, il y a un travail sur la marque, un travail, comme vous le disiez, la faiblesse des artisans, c'est qu'ils ne font pas beaucoup d'efforts pour se vendre non plus. Donc, bah oui, mais le monde, il a changé. Voilà. Et les Français n'ont jamais été très bons sur la partie commerciale. Il faut que ça change. Il faut aborder les choses avec un peu plus de pragmatisme. Les anglo-saxons font très bien. Et voilà, mais je pense qu'encore une fois, à partir du moment où le cœur, je veux dire, le sens de l'histoire, il est là, on amène du sens, on a des cycles courts, c'est des entreprises qui sont très fortement orientées sur la dimension RSE, alors, on a tout pour réussir. Après, effectivement, il faut peut-être se former, il faut peut-être être accompagné pour s'ouvrir à des modes de management plus modernes. Et moi, je ne désespère pas. Et après, alors, juste pour terminer, effectivement, le dernier sujet, c'est la formation. C'est vrai que beaucoup de nos entreprises forment. Elles ont l'habitude de former. Et parce qu'il manque des formations qui sont relativement ouvertes sur nos métiers. Mais bon, quand je vois votre initiative, je sais que ça va venir. Je suis rassuré. Arnaud, peut-être sur cette question du sens, et puis est-ce que l'artisanat local, est-ce que les enjeux écologiques vont contribuer à transformer encore l'artisan de demain? Alors, c'est vrai que le métier est différent. Alors, quand on dit un fabricant de cosmétiques, par exemple, qu'on forme, eh bien, il va, de par sa démarche, aller voir les producteurs de plantes de son territoire pour les utiliser pour faire des cosmétiques. Il va quand même utiliser un laboratoire pour valider ses formules, il va être dans la réglementation. Cet exemple-là, on peut le répéter à l'infini. Je prenais le boulanger tout à l'heure avec le sourcing en local, l'ébéniste avec son bois, comment il fait pour acheter du bois aujourd'hui. La facilité, c'est d'aller chez son fournisseur, qui vient le visiter d'ailleurs, pour acheter du bois qui vient d'assez loin. Là, la démarche des formateurs, des artisans formateurs du réseau, c'est justement, ils travaillent en bois local. Donc, c'est une démarche différente d'aller l'acheter en local, de le connaître. Et tout ça, effectivement, ça fait des métiers qui sont légèrement différents en termes d'organisation, de modalités de relationnel sur un territoire, et qui vont aussi, qu'on a préparé, on parlait de biorégion, c'est en fait la démarche que je mène moi aujourd'hui, enfin depuis longtemps, c'est de dire, mais on a sur les territoires des matières premières, des cultures, des ressources, qui vont permettre de faire vivre finalement au quotidien, puisqu'on est beaucoup sur des métiers du quotidien, hein, quand je parlais des ébénistes, des meubles, des cosmétiques pour se soigner, voilà, du pain, enfin des légumes, des conserves de légumes, etc. Tout ça, c'est des métiers artisanaux, mais qui sont pour de la vie du quotidien. Mais on va permettre par cette manière-là d'aller valoriser les matières premières du territoire, les transformer à un niveau artisanal, donc de petite taille, et les vendre en local. Et donc là, on a un circuit vertueux au niveau écologique,
assez naturel. Et pour revenir à l'histoire de l'attractivité des métiers et de la formation, il se trouve que ces éléments qui intéressent en fait le public. Nous, on n'a pas de souci d'attractivité pour avoir des demandes. En fait, c'est pas ça notre souci. La problématique, c'est après de les faire rentrer dans la réalité et qu'ils puissent vivre de ces métiers-là. Alors ça, c'est une vraie question. Et là, la formation est nécessaire. Et c'est pour ça que la formation, par exemple, en situation très concrète, permet ça. Et là, il y a des déchets, il y a des gens qui ne vont pas aller jusqu'au bout, etc., etc. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème d'intention. Et parce qu'il y a derrière cette société qu'ils ont envie de voir changer et qui les motive à aller vers ces métiers-là. Donc, il y a du sens, il y a du boulot, il y a des acteurs. Mais alors, c'est quoi vraiment les actions, les nouveaux dispositifs, les éléments à pousser pour que vraiment on passe à une nouvelle ère où il y ait des jeunes massivement qui ont envie de se lancer dans ces projets, qu'il y ait des entreprises qui émergent partout et que la puissance publique ne cantonne pas la définition de l'artisanat dans ce seuil de petites entreprises. Qu'est-ce qu'il faut inventer, Ariane? Je me tourne vers vous. Eh bien, pour nous, il y a effectivement 3 gros leviers à activer pour vraiment amplifier cet élan pour les métiers du fer et développer ce secteur. Le premier, on en a parlé, c'est lever la difficulté de recrutement des entreprises. Et ça passe à la fois effectivement par la visibilité de ces métiers et de la formation, mais de la formation aussi en dispositif continu. C'est-à-dire que nous, nos entrepreneurs, ils nous disent, nous, on cherche juste des gens motivés. Ensuite, on les formera. Mais donc, il y a sans doute des choses à imaginer de ce côté-là. En termes de visibilité, je pense que ça se joue bien sûr au moment du recrutement, mais aussi bien en amont, dès l'école, sur comment on sensibilise à plus de pragmatisme, comment on crée des dispositifs qui décloisonnent entre effectivement métier intellectuel et métier manuel, ou métier de la pensée, métier du fer, qui en fait se réconcilient dans la pratique. Et là-dessus, je vais donner un exemple d'une association qu'on soutient qui s'appelle De l'or dans les mains, qui a créé donc un podcast pour faire connaître ces métiers, pour faire connaître aussi tous les visages de ces entrepreneurs de savoir-faire au sein des manufactures artisanales, pour montrer aussi toute cette réalité entrepreneuriale de ces métiers, et qui utilise aujourd'hui ce podcast comme un levier de sensibilisation dans les écoles, en faisant aussi intervenir des artisans, des entrepreneurs, et permettre aux enfants d'expérimenter, de construire ensemble, et donc de se relier aux matériaux, aux gestes, et aussi au partage d'expériences, donc dans cette logique de transmission. Donc je pense que là, il y a vraiment un gros levier à activer et qui passe aussi, et je fais totalement écho à ce qui a été dit, à l'attractivité intrinsèque de ces métiers. Ça veut dire qu'il faut accompagner les manufactures, les entreprises de savoir-faire pour s'inspirer notamment des secteurs qui attirent, notamment l'économie sociale et solidaire, sur repenser l'organisation du travail, repenser la formation et les parcours d'évolution en interne, repenser le dialogue social en interne, repenser aussi la gouvernance et le partage de la valeur à travers de l'actionnariat salarié. Et ça, vraiment, pour moi, il y a un gros levier là-dessus pour se dire c'est pas qu'une question de visibilité, c'est aussi une question d'accueil et d'attractivité intrinsèque de la proposition de ces entreprises. Le deuxième levier, pour moi, c'est de l'accompagnement. Comment on accompagne mieux ces entrepreneurs? Et vous en avez beaucoup parlé. On les accompagne pour montrer tous les visages de l'innovation. Innovation de marque, innovation dans la tradition, innovation dans la production, innovation à l'export aussi, et innovation numérique, bien entendu. Et nous, on travaille aussi à faire émerger des structures d'accompagnement en milieu rural. Parce que trop souvent, ces entrepreneurs ne bénéficient pas des structures d'accompagnement comme des start-upers à la station F. Et on travaille avec la fondation Entreprendre, qui a lancé un gros programme qui s'appelle Entreprendre la ruralité, pour qu'on fasse émerger des dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat en milieu rural, afin de faciliter cet essor. Et enfin, le dernier levier, et ça j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est le levier du financement. Comment on adapte les financements à ces projets qui sont des projets à composante industrielle, donc qui supposent d'être regardés différemment qu'un projet de tech. Donc ça veut dire avoir une expertise adaptée. Et là-dessus, il y a le collectif Startup Industriel qui fait des gros efforts pour faire émerger des nouveaux modèles de financement, des financements à capital patient. Ça veut dire adapter la durée
de l'investissement et aussi adapter les rendements qui sont attendus sur ces entreprises et aussi faire émerger des modèles de financement à impact dit territorial. Comment on va territorialiser cette lecture de l'impact et regarder vraiment les externalités pour les territoires, pour les habitants des territoires, de ces entreprises qui vraiment jouent un rôle déterminant dans les écosystèmes locaux. Donc c'est une proposition de développement qui est basée donc sur des postulats un peu différents que ceux qu'on a actuellement. Est-ce que cette dynamique, elle peut exister aussi au niveau européen, Madina ? Je pense que déjà, le problème qui se pose, que je vois au niveau européen, c'est qu'on n'a pas une définition uniforme de l'artisanat. Donc déjà, quand on commence à toucher 3 pays, déjà, on a déjà 3 définitions différentes. Donc déjà, il faudrait travailler là-dessus. Déjà sur notre table ronde, je pense que... Oui, il faudrait déjà travailler là-dessus, parce que de ce fait, on ne peut pas avoir de chiffres, de données. Et donc, c'est très difficile d'avoir une image de départ. Donc déjà, il faut partir de là, faire des recommandations pour les policymakers au niveau européen, pouvoir avoir des codes qui réunissent, parce qu'en Italie, l'artisanat réunit un certain nombre de professions, très très nombreuses. En Allemagne, c'est différent, en Belgique, c'est différent. Donc déjà, là, on est dans le flou, on n'a pas de chiffres. Et à partir de là, il faudrait que ce que vient de décrire Ariane puisse s'appliquer à un niveau plus global et qu'on puisse créer des collaborations transversales, parce qu'on peut apprendre des métiers aussi ailleurs, sauf que moi je suis pour il faut évidemment défendre la territorialité, c'est essentiel, parce qu'on doit revitaliser les zones rurales, on doit s'appuyer sur la culture locale, sur le patrimoine culturel local, mais on peut aussi apprendre des techniques ailleurs. On a fait un webinaire sur la boveda catalana, qui est une technique de construction de la boue de sarrasin, qui est très utilisée en Espagne, qui fait appel à des ressources locales. C'est de l'argile locale qui est cuite, ensuite qui est utilisée pour faire ces voûtes. Mais cette technique est utilisée aussi à Pompéi, en Italie. Et donc, on peut avoir de la transversalité, on peut envoyer des artisans de Pompéi apprendre cette technique en Espagne parce qu'elle n'existe plus. Il n'y a plus les professionnels en Italie, alors qu'il y en avait. Et ils en ont besoin pour restaurer Pompéi. Donc, il faut aussi créer des passerelles de manière à ce qu'il y ait une mobilité au niveau européen et qu'on on applique ce qu'Ariane vient d'écrire au niveau européen. Donc, je pense que c'est essentiel. Mais si on n'a pas une définition centrale des métiers, déjà, ça va être difficile. Ça fait quelques pistes un peu concrètes sur lesquelles travailler. Yann, vous souhaitez peut-être commenter ou rajouter un mot ? Oui, enfin, moi on en a un peu discuté avant, mais j'ai 2 réflexions en fait. C'est de me dire que là-dessus, il y a quand même une aberration à la française. C'est-à-dire que là, ça on n'a pas parlé, mais il y a un texte, il y a un projet de loi qui est sorti, qui a été proposé, signé par 67 députés, qui dit que, par exemple, sur le titre de conservateur-restaurateur, il faut avoir un diplôme en France maintenant. Il faudra avoir maintenant en France un diplôme de Master 2 qui serait disponible, entre guillemets, qui serait atteignable à travers 4 écoles en France. Alors moi j'ai des gens qui ont 30 ans d'expérience et on le vit déjà en fait, c'est-à-dire que la loi n'est même pas encore sortie, que la collectivité, l'État nous dit mais non, vous n'êtes pas compétent. Alors attendez, parce que le coup d'avant sur l'appel d'offres d'avant, sur la cathédrale, ça allait, il n'y avait pas de problème, et là vous êtes en train de me dire que mes gars sont plus compétents parce qu'ils n'ont pas le Master 2 de la Sorbonne ou de l'INP. Alors oui, non, je suis à Nice, ils ne vont pas aller faire un Master 2 à la Sorbonne pour vous faire plaisir. Ah oui, par contre, parce que le Master 2 n'existe qu'en France, mais s'ils ont un Master au niveau européen, ça marche. Mais un Master 1, enfin Master 1, Master 2, donc ça n'existe qu'en France. Et donc, non, un Master classique en France, ça ne marche pas. Ah non, ça ne marche pas. Donc il y a aussi une culture du diplôme en France qu'il faudrait abolir, c'est-à-dire que l'artisan, c'est avant tout un savoir-faire. Ce ne sont pas forcément des personnes qui ont fait des études, mais qui produisent.
Et donc ça, économiquement, je pense que par rapport à l'Europe, bon, si on va en parler un petit peu, les charges sociales, moi je suis à la frontière avec l'Italie, les restaurateurs italiens, accessoirement, il y a beaucoup de stagiaires, ils travaillent beaucoup avec les écoles aussi, c'est-à-dire que ce sont des chantiers écoles, et quand ils viennent répondre en France, on n'a pas du tout les mêmes coûts, les mêmes salaires. Moi, quand je paye 1 euro à un salarié, ça m'en coûte 2 voire 3. On n'est pas du tout sur le même schéma. Donc il y a un manque d'harmonisation au niveau européen, et je pense qu'il faut arrêter de légiférer. Enfin, il faut arrêter de vouloir mettre tout dans des cases avec des diplômes en disant que pour être compétent, il faut tel diplôme. Donc en France, il faut qu'on arrête avec ça, et ça nous tue. C'est-à-dire que en Allemagne aussi, on est sur une culture beaucoup plus de l'apprentissage, et l'État même aide. Pour vous donner un petit exemple par rapport à Notre-Dame, Notre-Dame au départ, donc nos maîtres verriers, quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame, sont venus en urgence pour déposer tous les vitraux, gracieusement, pour faire en sorte qu'ils ne soient pas détruits. Là, tout d'un coup, on a voulu, l'Allemagne, gentiment, s'est proposée en disant, mais écoutez, en fait, les vitraux, c'est nous qui allons les restaurer, c'est gratuit, c'est pour nous. Donc on s'est un petit peu battu là-dessus, en se disant, mais attendez, l'Allemagne finance, c'est très bien, mais on a quand même des gens qui ont des savoir-faire, qui sont investis, et derrière, vous allez leur dire, bah non, la cathédrale emblématique de France, ça ne sera pas pour vous, parce que c'est politique, on va le laisser à l'État allemand. Et on a aussi ce problème-là, c'est-à-dire qu'on parlait au niveau européen d'harmonisation de règles européennes. Je prenais l'exemple des maîtres verriers, c'est pas anodin. Alors, pour la petite histoire, en fait, politiquement, on a tellement râlé que finalement, l'Allemagne va restaurer 3 baies sur les 28. Donc, et va offrir 3 baies sur les 28, et les baies les plus récentes. Donc, les maîtres verriers français vont quand même travailler sur les parties les plus intéressantes sur la restauration. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les maîtres verriers allemands, aujourd'hui, ils interviennent en France pour avoir des références. Donc, et nos artisans maîtres verriers, parce que là, on est uniquement dans de l'artisanat, hein, c'est vraiment des toutes petites structures. En Allemagne, il y a 3 grosses structures de 50 personnes qui sont subventionnés par l'État. C'est-à-dire que nos artisans arrivent gentiment pour répondre à l'appel d'offres en disant ben voilà, je vais répondre à 100. Et là, on a les Allemands qui arrivent en disant ben écoutez, nous on va répondre à 70 parce que de toute façon, les 30 autres %, ça va être l'État qui va nous aider. Donc là encore, il faut qu'on arrive au niveau européen à harmoniser nos pratiques parce que sinon, ça va tuer notre artisanat au niveau local et qu'on soit en mesure aussi d'être un petit peu intelligent et affûté, et que l'État nous aide par rapport à ça et casse un peu les codes. Alors être intelligent et affûté, c'est une des ambitions du campus et de cette table ronde. Je pense qu'il y a un cahier des charges là, qui est lancé notamment pour la table ronde d'après, hein, sur l'ensemble des choses qui sont demandées aux acteurs de la formation demain et puis aux différents enjeux. Moi, je constate aussi que on avait scindé en deux, c'est-à-dire ici les attentes plutôt entreprises et puis ensuite les attentes centres de formation. En fait, les entreprises sont formatrices. On le verra tout à l'heure. Quand on est formation, on est aussi entreprise. Voilà, donc il y a vraiment à la fois une acception, une sémantique presque à réinventer autour de nos métiers, un imaginaire pour donner envie aussi aux politiques de soutenir et puis donner envie à ce qu'il y ait une vraie politique autour de ces sujets au niveau européen pour faciliter la mobilité et puis pour prendre conscience de l'atout exceptionnel de ce secteur dans sa grande diversité. Alors juste avant de s'ouvrir à des questions que vous pourriez avoir éventuellement, peut-être juste Sophie, un petit mot peut-être d'étonnement ou de surprise ou de synthèse très rapide suite à votre introduction.
Non, je suis pas étonnée par vos propos. Non, ça correspond vraiment à ce que j'étudie. Et puis aussi à ce que je vis, parce que je suis aussi enseignante à l'université, dans des filières d'économie-gestion, et puis également en école de commerce. Et ce qui est quand même assez troublant, c'est que quand on demande, c'est aussi un profil quand même assez particulier d'étudiants que j'ai, quand on demande aux étudiants ce qu'ils veulent faire, il y a une dizaine d'années, ils voulaient tous être entrepreneurs, créer une start-up, ils ne savaient pas dans quoi, mais c'est ce qu'ils voulaient faire. Et aujourd'hui, ils veulent tous faire du marketing. Ils ne savent pas ce que c'est que le marketing. Pour beaucoup, ils ont un très mauvais niveau, disons, de rédaction, ils font des fautes d'orthographe pas possibles, mais ils veulent tous faire du marketing. Et par rapport à ça, on essaye justement de les orienter en leur disant, il y a autre chose à faire, y compris quand on fait une filière d'éco-gestion ou une école de commerce, que le marketing. Et par rapport à ça, je ne sais pas si vous connaissez l'ouvrage d'un économiste américain, David Grimbert. Il est mort il n'y a pas très longtemps et il était très connu par un ouvrage qu'on a traduit en français par Boulot à la con. C'est-à-dire le fait que les grandes entreprises créent des emplois justement qui sont dénués de sens. Et en définitive, je vois aussi avec mes étudiants en Master 1, en Master 2, ils sont hyper contents quand on leur demande de faire un tableau de bord, quand on leur demande de faire un fichier Excel. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils mettent dans le fichier Excel, mais ça, ils aiment bien. Mais je veux dire, et donc pour avoir le diplôme, c'est super, ils savent remplir un fichier Excel. Mais c'est des choses qui n'ont pas de sens. Pourquoi on remplit un fichier Excel? C'est ce que disait David Grimbert. Et justement, après, on les a, ces étudiants, après quelques années, quand ils ont été responsables d'un service marketing dans une entreprise, ils se disent, ça, je ne vais pas être vulgaire, mais on s'est embêté. Et c'est là où ils peuvent avoir des projets de création d'entreprise, où ils ont aussi envie de se tourner vers les métiers de l'artisanat, quel que soit le domaine d'activité, précisément parce que justement, je dirais que la grande entreprise attire elle attire dans un premier temps, et puis après, on parle de RSE, de responsabilité sociale de l'entreprise, mais dans les faits, il y a souvent un gap important, et c'est vers 30 ans, justement, après une expérience professionnelle plus ou moins réussie, qu'ils vont essayer justement de se tourner vers une autre voie, vers des métiers qui vont combiner, alors peut-être, alors on leur dit soyez créatifs, la créativité ça me barbe, c'est ça qui est un petit peu dommage. Vous critiquez les diplômes et de plus en plus, nous aussi, on est jugé par le ministère de l'enseignement supérieur, par le nombre de diplômés. Et par rapport à ça, il faut quand même reconnaître que d'année en année, on doit baisser nos exigences pour maintenir un certain niveau de diplômés. Donc, oui, mais pourquoi on doit maintenir un certain niveau de diplôme? Moi, ce qui me fait hurler, c'est quand je vois dans ma famille les jeunes qui passent le bac, le niveau de rédaction, et de se dire, mais pourquoi on cherche à tout prix à avoir X% de bachelier, X% de master, alors que derrière, on peine à recruter dans nos métiers, sur des secteurs de plein emploi, et derrière, on va dire, ok, on se retrouve avec des facultés, des gens qui vont en philo, avec des amphis qui sont bondés, et on sait qu'il y en aura peut-être une dizaine qui vont effectivement aller jusqu'au bout, et voilà, je ne comprends pas. Juste deux petites raisons. Pardon, je sais que c'est après la table ronde que le débat commence, c'est normal. Je crois que Eric et Madina voulaient poser une question, et puis je voudrais quand même laisser 5-6 minutes à la salle pour poser des questions. Moi, juste pour rajouter à ce qu'on vient de dire, puisqu'on voit qu'à partir de 30 ans, il y a un certain nombre de reconversions.
On prend le livre de Lockman, par exemple, La vie solide. Il décrit ça très bien, son état d'esprit quand il a changé de voie. Alors, si on arrivait à les accompagner un peu plus tôt, mais même à l'école primaire, moi, je me souviens, j'étais déléguée de classe et j'entendais les maîtresses et les mamans tellement contentes que leurs enfants apprenaient l'ordinateur. Moi, je disais, mais vos enfants, l'ordinateur, ils vont l'apprendre en 1 heure. Ils vont faire du HTML en 2 heures. Vous n'avez même pas idée de la rapidité de leur cerveau dans tout ce qui est informatique. Donc, arrêtez, mettez-les plutôt à travailler le bois, à faire des gâteaux, à faire de la broderie. Parce que ça, ils ne vont pas l'apprendre. Et ça donne la notion du temps, ça donne la notion de la matière, ça donne la notion du travail fini, du travail bien fait. Ça, vous ne pouvez pas l'apprendre plus tard. L'ordinateur, ça va les travailler. Oh non, ils vont avoir besoin de l'ordinateur, etc. Donc, du coup, on a balayé des travaux manuels, ce que les pays du Nord n'ont pas fait. Ils font du tricot à l'école au Danemark, encore. Et chez nous, c'est scandaleux si on parle de faire du tricot à l'école. Pardon, Madina, c'est juste comme le... Eric, peut-être un peu. Juste, votre initiative va dans le sens de ce que j'ai évoqué, mais je pense que l'éducation nationale, pour nous les entrepreneurs, est assez critique parce que, voilà, comme tu disais, le produit qui sort n'est pas forcément ce que la demande, où est la demande. Mais là, votre initiative va bien. Moi, le seul conseil que je voudrais, c'est ne prenez pas cette initiative seule, en fait. Faites-le avec nous. Surtout dans l'univers de l'artisanat, où on a l'habitude de former les gens. Ça fait partie de notre activité quotidienne. Donc, je pense que les entreprises sont extraordinairement bienveillantes à votre initiative. Et si vous arriviez à faire, peut-être pour une fois en France, à marier à la fois le monde du travail tel qu'il est et la formation, parce qu'aujourd'hui, comme on parlait, de la formation continue, c'est plus vrai que jamais. Quand on dit que les gens, effectivement, à 30 ans, ils découvrent un truc, il va falloir qu'ils se reforment. Et aujourd'hui, on sait qu'on va se former toute notre vie. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un travail d'organisation de l'apprentissage et de la formation à construire de manière un peu différente de ce que l'on vit en France. Et là, c'est l'occasion de le faire. Bon, cette initiative en fait partie, je pense. C'est exactement l'objet. Est-ce que dans le public, certains auraient des questions? Oui, monsieur, juste là. Oui, bonjour. Bravo pour cette discussion qui est passionnante et pour une fois réaliste. Je m'explique. On ne parle pas de compétences. Monsieur tout à l'heure a dit quelque chose qui était très vrai, que le petit gars qui est là, qui pendant 3 ans fait le même geste, au bout de 3 ans, il est fini pour le monde du travail. Hein, ça c'est sûr. Mais est-ce que vraiment c'est le rôle de l'éducation nationale de promouvoir et de former à des compétences? Je ne crois pas. Je crois que c'est plutôt le rôle des entrepreneurs. Par contre, moi, ce que j'ai entendu depuis ce matin, c'est quelque chose d'idéal. C'est un monde magnifique de l'artisanat d'art. Mais l'artisanat n'est pas forcément artistique. L'artisanat doit aussi faire face à des problèmes de production, de régularité dans la production, de faire vivre son entreprise avec sa production. C'est pas toujours donné, c'est pas toujours facile de ne pas être incité à prendre un jeune, ma foi, qui va faire toujours le même geste parce qu'il faut quelqu'un pour pétrir le pétrin, si je me sais m'exprimer. Et je crois que cette réflexion qui était là, elle n'est pas du tout à interrompre, elle est non seulement à poursuivre, mais encore à approfondir, à publier. Il faut travailler dans ce sens-là. Parce que l'exposé qu'a fait madame tout à l'heure sur l'histoire de l'artisanat, je peux vous dire que j'ai travaillé pendant 40 ans dans le domaine, je n'ai jamais entendu un pareil. Alors, merci pour cette invitation. Alors, il n'y avait pas vraiment de questions, mais je le prends quand même. L'invitation à continuer la discussion, c'est le projet même du campus. Hein. C'est une discussion continuante. Alors, on a bien essayé de bloquer 15 jours pour tous les intervenants, mais il y avait un peu de boulot à faire. Mais de fait, cette conversation commence aujourd'hui, et c'est bien l'objectif. Et merci de ce témoignage. Est-ce qu'il y a une... Oui, madame. Oui, bonjour, moi je suis membre d'ICOMOS, donc je connais plus le secteur de Monsieur De Carré. Et j'ai œuvré avant donc, dans la construction. Alors, je résume, moi ce que j'ai compris de votre discussion, qui était vraiment parfaite, c'est qu'en fait on a un problème de vocation énorme partout, qui ne touche pas que le bâtiment. Le deuxième, c'est que nous avons eu un combat qui, j'ai l'impression, n'est pas terminé,
et qu'on a tenté de réduire, et notamment avec le GMH, une opposition formelle, systématique, je vais dire bombardement de nos métiers par l'éducation nationale dans ceux qui préparent les programmes, mais aussi au niveau, souvent, et je m'excuse s'il y en a dans la salle, des enseignants. Dès qu'un enfant disait « je voulais faire quelque chose », ordinateur, marketing, salle de marché, parce que c'est préférable. Or, comment on crée une vocation? Il n'y a que deux moyens. C'est de découvrir, et le deuxième, c'est de côtoyer. Donc, tant qu'on demandera aux gosses en deuxième, en seconde, ou peut-être avant, je ne sais pas aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas la question. C'est qu'est-ce que tu veux découvrir? Parce qu'on ne sera jamais dans un métier avec plaisir que si on ne l'aime pas. Alors, merci à des Stéphane Bern. Merci au boulanger, le meilleur de France, parce que quand on entend l'émission, on a vite envie d'acheter du pain. Mais ce n'est pas les entreprises qui enseignent tant que les enfants sont mineurs. Donc il faut bien les approcher. Et les deux questions, qu'est-ce que tu veux faire? Mais on ne sait faire que ce qu'on connaît. Et alors effectivement, à 30 ans, alors là, on a vu des musées, on a vu, mais c'était bien ça. Et puis au fond de moi, à 10 ans, j'avais envie de quoi faire. Donc je sais que tout à l'heure, il y aura quelqu'un du ministère qui va nous donner des projets. Mais j'ai l'impression quand même que la lutte entre ce qu'on dit aux gosses et ce qu'ils auraient vraiment envie de faire, elle n'existe pas. Et chez Egomos, tout le monde le sait, même sans Notre-Dame, eh bien on cherche du monde qui aura envie, effectivement, d'ouvrir, d'avoir dans sa main son œuvre. Voilà. Alors, chez moi, c'est un engagement personnel. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je suis désolée, on est un petit peu pressé par le temps. Peut-être une dernière question? Oui, c'est pas vraiment une question, en fait, c'est pour continuer la discussion, parce que tout ce qui s'est dit là, ça me parle beaucoup. Je suis là pour l'outil en main France. C'est un réseau d'associations en fait, qui fait découvrir les métiers de l'artisanat et du patrimoine aux jeunes à partir de 9 ans. Et ça rejoint vraiment ce que vous disiez, madame, c'est-à-dire le but, c'est pas de l'orientation, parce que c'est bien avant ça, c'est à partir de 9 ans, mais c'est de leur permettre de découvrir des métiers manuels, du patrimoine, de découvrir une matière, dans une relation en plus avec un bénévole qui est bien souvent un artisan retraité, pardon. Donc vraiment dans une relation de partage. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça. Merci beaucoup. Donc l'outil en main, c'est une super association. Oui, vas-y Ariane. Et pour compléter ce qui vient d'être dit, nous on est en train de soutenir une association qui s'appelle Entreprises et Découvertes, qui est l'association référente au niveau national de la visite d'entreprise et du tourisme de savoir-faire, parce qu'on pense qu'il y a aussi, à travers ce levier-là, la possibilité de faire découvrir in situ ces métiers, de créer des échanges aussi avec des artisans, de créer de la transparence aussi sur comment on produit, comment on fabrique, et que ça passe aussi par aller visiter les entreprises. Donc, on est en train d'accompagner cette association pour essaimer en région et travailler notamment avec les rectorats, notamment avec les associations EPV, donc Entreprises du patrimoine vivant, pour penser des programmes spécifiquement pour les jeunes avec des parcours de découverte. Donc encore une fois, on ne parle pas d'orientation, mais déjà de sensibilisation à la découverte de ces métiers pour les enfants et pour leurs parents, parce qu'ils sont aussi très prescripteurs et déterminants dans le choix d'orientation des enfants. Merci. On va arrêter là cette table ronde parce que le temps passe et que la deuxième est au moins aussi intéressante que celle-ci. Merci à tous les intervenants.